Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane pour la chaîne Foualier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je ne fais pas l'épisode seul, je ne fais quasiment pas l'épisode d'ailleurs, c'est Sébastien de la chaîne Vous avez le droit. Si vous ne le connaissez pas, il va se présenter lui-même et je pense que vous le connaissez déjà toutes et tous. Et je n'ai même pas besoin d'introduire l'épisode puisque il et moi-même, nous allons tous les deux essayer d'expliquer la démarche, le pourquoi Sébastien est sur la chaîne, quelle est la nécessité pour les plaignantes, pour les victimes de violences conjugales de bien connaître leurs droits. J'avais prévu 10 questions et Sébastien est tellement passionnant qu'il a répondu de lui-même à 15, 20 questions, une question en un a entraîné une autre. On espère que cette vidéo vous donnera toutes les clés pour vous accompagner dans vos démarches, si jamais vous en avez, toutes les victimes de violences sexistes, sexuelles, de violences conjugales, de violences psychologiques, etc. Donc l'épisode n'est pas forcément évident puisqu'on va faire que parler de ça, de violences conjugales. J'ai essayé de créer un chapitrage pour que vous puissiez aller au chapitre qui répond directement aux questions que vous pourriez potentiellement vous poser. Écoutez, j'espère que l'épisode vous intéressera. Merci encore 1 million de fois à Sébastien de la chaîne Vous avez le droit de m'avoir accordé ce temps, toutes mes amitiés. Et je vous souhaite à vous toutes et tous un très bon épisode. Alors Sébastien, donc merci beaucoup pour ta présence sur la chaîne. Je vais quand même me permettre de te laisser te présenter pour les personnes qui te découvriraient sur le Foualier. Donc tu tiens une chaîne qui s'appelle Vous avez le droit, sur laquelle vous parlez de droit, c'est bien ça ? Comme son nom l'indique, oui, je suis juriste, je suis enseignant-chercheur en fin de carrière, comme le prouve mon abondante chevelure. Et je me suis lancé il y a 3 ans dans la vulgarisation juridique sur YouTube et j'ai eu la chance d'acquérir un petit peu de visibilité. Et tu travailles également sur Twitch, parfois en direct, où tu reçois souvent des invités. Tout à fait. 2 fois par semaine, les vendredis soirs à partir de 20h30 et les dimanches après-midi à partir de 18h. Twitch.tv/vous avez le droit, j'imagine. Parfait. Tout à fait. Tu as accepté de répondre à une dizaine de questions, qui sont des questions difficiles sur des sujets difficiles, sur le sujet des VSS, des violences conjugales. Le droit, c'est compliqué. Le droit, c'est d'autant plus compliqué quand on n'est pas de ce milieu-là. C'est tellement compliqué qu'on ne connaît parfois même pas nous-mêmes nos propres droits. Et je me suis permis de te faire intervenir pour permettre d'expliquer aux femmes et aux hommes éventuellement victimes de violences conjugales, de viol ou de VSS, la démarche qu'ils ou elles doivent accomplir, leurs droits. Et la première question que je voulais te poser, c'est on est tellement parfois ignorant du droit qu'on n'est pas certain qu'on a vécu quelque chose qui relève une infraction ou même du code pénal. Est-ce qu'il est possible pour une femme d'aller porter plainte, même si elle n'est pas certaine que les faits qu'elle a subis relèvent d'une infraction pénale ? Évidemment. Ce n'est pas à la victime, ça peut être à son avocat, mais en tout cas, ce n'est pas à la victime elle-même de qualifier pénalement ce qu'elle a subi. Si c'est susceptible de recevoir une qualification pénale, ça va être au stade du poursuite, ça va être le parquet, ça va être le juge d'instruction, ça va être son avocat qui vont contribuer donc à la qualification pénale de la chose. D'accord. Il ne faut pas hésiter quand on est victime d'une infraction, enfin de quelque chose qui nous semble être une infraction, il ne faut pas hésiter donc à s'y opposer fermement et à faire un dépôt de plainte le cas échéant, bien sûr. Et dans ce cas, qu'est-ce que c'est l'indication qui pourrait donner à une plaignante qu'elle a potentiellement vécu quelque chose d'anormal ? C'est la façon dont elle l'a vécu, c'est son ressenti ? J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je ne suis qu'un humble théoricien du droit, je ne suis pas un praticien, j'ai du mal à répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui peut permettre à quelqu'un le fait qu'elles se sentent victimes, si elles se sont victimes, c'est pas une réponse de juriste, donc le théoricien que je suis n'est pas très satisfait de la donner, mais si elle estime qu'elle a été victime de quelque chose, eh bien, elle a un ressenti qui est certes subjectif et qui sera objectivé ensuite, le cas échéant, lors de la procédure, mais il ne faut pas hésiter donc à tirer l'alarme. Je pense que il vaut mieux sans doute, tout en respectant les droits de la défense et la présomption d'innocence de la personne concernée par la procédure, il vaut peut-être mieux déclencher la procédure un petit peu trop tôt, quitte à ce qu'il n'y ait pas de qualification pénale, plutôt que trop tard. Et la plainte doit être prise. À partir du moment où une plaignante va au commissariat ou à la gendarmerie, elle est censée être prise, la plainte, quoi qu'il arrive. Tout
à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. La police n'a pas le choix de l'opportunité des poursuites. La police et la justice ont des rôles complètement différents. La police est là pour faire cesser l'infraction, pour faire des constats, pour mettre en œuvre donc les décisions d'un OPJ. Alors ça peut être le parquet, mais ça peut être aussi le maire, puisque le maire est également officier de police judiciaire. Et en revanche, l'opportunité des poursuites, c'est le procureur de la République, la procureuse de la République, qui va juger du fait de poursuivre ou pas, si c'est opportun ou si ça n'est pas. D'accord. La magistrature et un commissariat, ça n'est pas la même chose, ça ne gère pas exactement la même chose. Bien évidemment, ce sont D'accord. deux choses très très différentes, deux professions complètement différentes et complémentaires, qui s'appuient l'une l'autre, sans d'ailleurs toujours beaucoup s'apprécier, mais enfin ça c'est une autre histoire. Il y a une différence pour une plaignante entre aller porter plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie? J'ai du mal à répondre là aussi, c'est une question qu'il vaudrait mieux à adresser à un praticien ou une praticienne. Ma modeste expérience m'a montré. Alors, bon, je prends vraiment mes précautions. Je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais la gendarmerie, j'ai toujours trouvé qu'ils faisaient un travail plus carré, ne serait-ce que parce qu'ils sont militaires. Ils ont cette formation-là, et il y a plus de régularité et moins de disparité, plus exactement. Il y a moins de disparité de traitement entre deux gendarmeries qu'entre deux commissariats. Mais avec vraiment sous toute réserve. Hein, Bien sûr. faut surtout pas que ce soit pris comme une vérité d'évangile. Hein. D'abord parce que je crois pour l'évangile, et puis ensuite, j'ai pas spécialement lu sur le sujet, je connais pas spécialement d'études qui puissent confirmer ou infirmer. C'est plus de l'ordre du ressentiment, ce que je te réponds. D'accord. Alors, dans tous les cas, que la plainte soit déposée en commissariat ou en gendarmerie, elle sera traitée de la même façon par la magistrature? Traité de la même façon par la magistrature, j'ose croire que oui. En tout cas, juridiquement, oui. Ça, oui. En pratique, je sais pas. En pratique, je sais pas. Une fois de plus, c'est un problème là aussi de praticien. Donc, je prends mes précautions. Mais d'un point de vue théorique, alors là, je suis absolument formel. Il n'y a qu'une seule procédure pénale. C'est la même, quel que soit l'OPJ, police ou gendarmerie. D'accord. À partir du moment où la plainte est déposée, c'est là en général qu'il y a le plus de questions qui nous sont posées, des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe en fait? À partir du moment où une plainte a été déposée au commissariat ou en gendarmerie, elle advient quoi en fait cette plainte? Alors, il y a une enquête préliminaire qui est menée donc par police, par gendarmerie, pour s'assurer de la matérialité, de la réalité des faits. Hein. Parfois même avant de contacter le parquet. Hein. Et assez rapidement, quand le parquet est mis dans la boucle, à ce moment-là, il va décider si, à son avis, il y a effectivement, les faits reçoivent effectivement une qualification pénale, c'est-à-dire s'il y a effectivement une infraction qui a été commise. Bon, les magistrats parquet ou siège sont des juristes de haut niveau. Hein. Ils ont c'est 7 ans et demi de formation maintenant. Hein. Donc, ce ne sont pas des lapins de l'année non plus. Mais ceci dit, l'erreur est humaine. Le droit est compliqué, tu disais tout à l'heure, je le confirme, hein, au bout de 40 ans de droit, j'éprouve toujours encore des difficultés. Mais donc, le procureur va décider si les faits sont susceptibles de recevoir ou pas une qualification pénale. S'ils sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, soit il peut décider de poursuivre, soit il peut décider de classer sans suite en disant que les faits, à son avis, ne sont pas suffisamment sérieux. Ce qui ne veut pas dire que l'affaire est finie. Il y a quand même la possibilité pour la victime de relancer l'affaire. Et s'il considère que c'est spécialement grave, eh bien, il peut carrément saisir un juge d'instruction pour qu'il y ait une instruction. Alors là, c'est dans les faits vraiment graves qui éventuellement peuvent être qualifiés de crime. Et là, dans ce cas-là, la désignation du juge d'instruction est absolument obligatoire. On dit que la justice est lente, et c'est vrai qu'elle est lente pour diverses raisons. L'insuffisance des moyens matériels et humains. Mais il y a quand même la possibilité de juger relativement vite. À ma pauvre mémoire, j'ai peur de dire une bêtise, je pense que ça n'a pas changé récemment. La procédure doit se nommer la citation directe. Hein, en quelques semaines, voire quelques jours, on peut
traduire quelqu'un devant le tribunal correctionnel quand il s'agit d'un délit. D'accord. Quand tu parles de parquet, tu parles de procureur, c'est ça? Oui, oui, D'accord. tout à fait. Il y a deux, je peux peut-être préciser, ça me paraît Avec plaisir. évident, mais ça n'est pas, hein. Ça, c'est le vulgarisateur qui qui prend le dessus. Donc les magistrats, alors tout d'abord, c'est une sorte de troisième pouvoir, même si c'est pas tout à fait vrai dans la constitution de la Ve République, hein. Il y a l'exécutif, le gouvernement, le président, le ministre, l'administration, le législatif, hein, donc nos élus directement ou indirectement, et le pouvoir judiciaire, et ces trois pouvoirs sont indépendants l'un de l'autre. Le pouvoir judiciaire est donc tous les magistrats ont la même formation, passent toutes et tous par l'école de la magistrature, qui se trouve donc à Bordeaux, et ensuite ils choisissent soit ce qu'on appelle le siège, hein, c'est-à-dire de juger. Alors ce sont les magistrats qui sont, comme leur nom l'indique, assis lorsqu'ils jugent. Hein. C'est un usage qui veut que le procureur, qu'on le qualifie de magistrature debout, quand il va faire son réquisitoire, quand elle va faire son réquisitoire, elle se lève devant le tribunal ou elle se lève devant la cour. D'où l'expression juge du siège et juge du parquet. Alors ces magistrats ont la même origine. On peut passer, ça se fait assez régulièrement, du siège au parquet, mais ils ont des rôles complètement différents. C'est-à-dire que le juge du siège, lui, est complètement indépendant. Hein, tout est assuré pour son indépendance. Le juge du parquet, hein, le parquetier, procureur de la République, substitut, est très largement indépendant, avec un petit bémol, en ce sens que il peut recevoir de la part de ses supérieurs hiérarchiques, voire indirectement du ministre de la Justice, des directives d'ordre général de politique criminelle. Et depuis la merveilleuse loi Taubira de quelle année? Je me souviens plus, 2011 peut-être, je me souviens plus de l'année, peu importe. La loi Taubira est venue vraiment trancher le cordon ombilical entre le parquet et le ministère de la Justice, qui jusqu'à cette loi, peut-être 2011, hein, mais sous réserve, pouvait donner donc des instructions individuelles concernant certaines affaires. D'accord. Voilà, est-ce que c'est un petit peu plus clair? Est-ce que je ne Oui, suis pas trop merci théorique? beaucoup. Donc, la plainte est posée en commissariat ou en gendarmerie. Il peut y avoir une enquête préliminaire ou ça peut arriver sur le bureau donc, du parquet d'un procureur qui ensuite a plusieurs possibilités. Donc classer l'affaire, comme tu l'as expliqué, par manque de preuves ou d'autres raisons. Demander l'avis ou l'aide d'un juge d'instruction si jamais ça relève d'une infraction pénale, c'est ça? D'un crime? Oui, tout à fait, un gros pénal. Hein. D'accord. Le crime, c'est obligatoire. Le délit... Crime, c'est obligatoire. Donc pour une plainte pour viol, par exemple, il y aura juge d'instruction, par exemple, systématiquement, si la plainte est instruite. En théorie. Alors, ça m'amène à apporter une petite précision sur ce qu'on appelle la correctionnalisation. Hein, parce que pour le crime, le juge d'instruction est absolument obligatoire. Le crime, c'est l'infraction la plus grave. Il y a trois sortes d'infractions: le crime, le délit, la contravention. Le crime, cour d'assises; le délit, tribunal correctionnel; la convention, tribunal de police. La contravention, tribunal de police. Le viol est un crime, mais il peut arriver que ce soit correctionnalisé, c'est-à-dire qu'on oublie volontairement, tout le monde, y compris l'avocat de la défense, oublie volontairement un des éléments qui ferait que, en théorie, on pourrait aller devant la cour d'assises pour que ce soit jugé devant le tribunal correctionnel. Alors, il ne faut pas croire du tout que c'est par clémence pour la personne qui est poursuivie. D'accord. Au contraire. La sanction peut être tout aussi sérieuse. Correctionnalisation, parfois, ça tape davantage au tribunal correctionnel qu'en cour d'assises. Hein. Donc, il peut arriver que le juge d'instruction ne soit pas systématiquement saisi parce que c'est un délit. D'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas la gravité de la situation de la plaignante. Ça n'a rien à voir. Parfait. Ça n'a rien à voir. Souvent, c'est pour aller plus vite et parfois pour être plus sévère. Alors, quand il y a par exemple, justement, je parlais de Christiane Taubira tout à l'heure, lorsqu'elle a modifié la loi complètement différent, dans un domaine complètement différent, à savoir la lutte contre le trafic de stupes, il y avait une correctionnalisation de la consommation de stupes. Et évidemment, la droite, oui, vous voyez, ils font preuve de clémence vis-à-vis des consommateurs de stupéfiants. Non, c'était une aggravation. C'est une aggravation parce que la poursuite, dans la mesure où elle est plus rapide, était plus simple, elle était plus rapide et les sanctions venaient plus rapidement
frapper les personnes poursuivies que quand c'était un délit. D'accord, ok. Parce qu'on peut rappeler, donc les assises, c'est compliqué. Il faut constituer un jury, un jury, pardon, composé de jurés. Donc ça peut prendre effectivement plus de temps. Une question qu'on nous pose très souvent dans les affaires de viol, c'est pourquoi les délais sont si longs? Entre le moment où la plainte est posée, pourquoi faut-il attendre parfois plusieurs mois, plusieurs années pour voir l'affaire avancer? Plusieurs années parfois. Hein. Alors, je le disais tout à l'heure, manque de moyens matériels et humains. Hein. De mémoire, il y a deux fois et demi moins de magistrats en France qu'en Allemagne par rapport au même ratio d'habitants. Ils ont 2 juges et demi, là où on n'a qu'un seul juge. Ce qui donne déjà une idée de la chose. Et le juge, en plus, qu'il faut bien comprendre, c'est que les magistrats ne sont pas seuls, ils sont accompagnés de greffiers. Et les greffiers sont indispensables à la procédure. Par exemple, le juge d'instruction sans son greffier, il ne peut pas faire d'acte de procédure. Si ce n'est pas contresigné par le greffier, si le greffier n'est pas là, ces actes seraient nuls. Donc, il y a ces problèmes-là. Lenteur de la justice. Alors, la lenteur, il faut faire attention, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation non plus. Moi, j'avoue que quand une affaire médiatique, on l'a vu par exemple avec les affaires de violence, 3 jours après, il y a des pauvres gamins qui ont été pris parce qu'ils étaient là au mauvais moment, qui sont poursuivis, condamnés et qui se retrouvent plusieurs mois au séchoir. Alors ça, c'est le théoricien qui parle, mais il faut faire très attention. Ce sont aussi nos libertés qui sont en cause. Parce que je comprends mais parfaitement que la victime soit scandalisée qu'il y ait une procédure qui protège l'auteur de l'infraction qu'elle a subie. Mais elle ne protège pas seulement l'auteur de l'infraction, elle nous protège tous, elle nous protège toute cette procédure. Hein. Et donc, il y a le temps de l'émotion, le temps des médias n'est pas le même que celui de la justice. Voilà, 2 explications. Il y a encore beaucoup d'autres causes différentes à cette lenteur. L'explication est claire. Il y avait une mini-série sur Netflix qui s'appelait The Trial of the Seven, qui racontait comment, après un crime à Chicago, ils avaient enfermé 7 gamins afro-américains, beaucoup trop rapidement pour répondre à des pressions politiques. C'était en plus une erreur judiciaire. Et puis l'autre chose qui m'intéresse dans ce que tu décris, finalement, ce serait une décision politique finalement d'accélérer les procédures. Il faudrait que les politiques mettent en œuvre plus de moyens pour former plus de magistrats. Et c'est là que ça bloque actuellement. Clairement. Oui. Ah oui, ça c'est évident. Il n'y a pas vraiment de volonté. Alors, c'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on sait qu'il y a eu une belle époque. Moi, quand j'ai commencé mes études de droit au tout début des années 80, il y a eu une belle époque pour la justice, c'était l'époque Badinter. Je dis ça sans connotation politique. C'est pas parce que Badinter était socialiste que je dis ça. Je dis ça parce que c'est un fait objectif. La justice... depuis la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais eu autant de moyens qu'à cette époque-là. Et puis, depuis 30 ans, ça a diminué au profit, par exemple, de la police. Alors, on a beaucoup moins de magistrats que la moyenne des pays de l'Union européenne, mais on a un coefficient de policiers un petit peu supérieur à la moyenne. On n'a pas le nombre de policiers le plus haut d'Europe occidentale, mais on a quand même des policiers nombreux et trop souvent pas assez formés. Absolument. Et ça, c'est ce qui peut expliquer une partie des dérives policières actuelles. On va parler du non-lieu, qui est quelque chose qu'on est nombreux et nombreuses à mal comprendre. J'ai 3 questions dessus, on va y revenir tranquillement. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un non-lieu? Est-ce qu'un non-lieu prononcé signifie que la plaignante a menti? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et quels sont les droits d'une plaignante après un non-lieu? Donc, qu'est-ce que c'est déjà un non-lieu? On en entend beaucoup parler. Alors, ça c'est quelque chose de très difficile à comprendre, très difficile à admettre pour la victime. Le non-lieu, c'est... j'essaye de trouver la formulation à la fois la moins choquante et la plus précise. Ça ne veut pas dire que la victime a menti. Ça ne veut pas dire que l'auteur de l'infraction n'a pas commis les faits.
Ça veut juste dire beaucoup plus techniquement, beaucoup plus point focal que dans cette procédure particulière, la poursuite n'est pas arrivée à prouver que l'auteur de l'infraction avait effectivement commis les faits en question. Parce qu'il est heureusement, on est dans un état de droit, il est heureusement euh, bénéficiaire de la présomption d'innocence. Si on n'arrive pas à prouver qu'il est coupable, eh bien, il reste innocent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas commis les faits. C'est juste qu'on ne peut pas le condamner parce qu'on respecte la présomption d'innocence, qui est un de nos droits fondamentaux, un de nos droits humains Oui. fondamentaux. J'ai été cambriolé, par exemple, je n'ai pas l'identité, je porte plainte contre X, l'enquête n'avance pas, il y aura un non-lieu, mais j'ai bel et bien été cambriolé. Hein. Exactement, Voilà. c'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. Et alors, une fois que le non-lieu est prononcé, est-ce que les plaignantes ont quand même des droits pour relancer la procédure ou pour essayer de faire avancer l'affaire? S'il y a des éléments nouveaux, la réponse est oui. Alors, dans le cas, tu sais pas qui est l'auteur ou l'autrice de l'infraction. Tu as été cambriolé, tu as été volé. Bon, non-lieu. Mais si un élément nouveau apparaît et que cette fois-ci, on a l'identification de l'auteur ou de l'autrice de l'infraction, à ce moment-là, bien évidemment, on peut repoursuivre. Ça, c'est assez évident. Ce qui est plus compliqué à comprendre, c'est qu'on ne peut pas refaire plusieurs fois le même procès contre quelqu'un en se basant sur les mêmes faits. Hein. Si donc si donc il a été décidé que telle personne ne pouvait pas être condamnée, on ne peut pas, même en qualifiant différemment sous une autre incrimination les mêmes faits, on ne peut pas repoursuivre infiniment parce que ce serait contraire à donc à l'autorité de la chose jugée. D'accord. En revanche, donc une femme a subi un viol de la part d'un homme. L'affaire a abouti à un non-lieu, mais cet homme comprend qu'il y a un non-lieu et se remontre menaçant. Là, comme il y a des faits nouveaux, il y a possibilité de reporter plainte. Ah, C'est évidemment, ça. évidemment, Voilà. évidemment, bien sûr, les faits nouveaux, oui, ça, bien évidemment. Surtout, alors, c'est pas une récidive au sens où nous, juristes, l'entendons, bien sûr, mais bien évidemment, on peut à nouveau le poursuivre. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter lorsqu'on dépose plainte. Alors, quand l'OPJ ou l'APJ, officier ou agent de police judiciaire, n'est pas certain qu'il y a vraiment suffisamment de gravité, il peut prendre ce que l'on appelle simplement une main courante. Hein, la main courante, c'est pas le dépôt de plainte, c'est quelque chose, c'est une trace qui est laissée. Et si la même personne revient au commissariat contre le même auteur ou une autre victime revient contre la même personne, bah, les mains courantes seront utilisées et s'il y a plusieurs personnes qui accusent le même individu d'avoir commis tel fait, les mains courantes seront utilisées bien évidemment. D'accord. C'est pas oublié, c'est pas merci, on vous écrira, inutile de laisser votre adresse. Alors du coup, j'ai deux questions sur la main courante. Merci d'en parler. La première, c'est est-ce qu'une main courante peut être judiciarisée comme une plainte? Et la deuxième, c'est si la plaignante choisit néanmoins de porter plainte, même si on lui recommande de poser une main courante, est-ce qu'elle a le droit de porter la plainte? Évidemment, bien sûr, hein, il en va de la liberté d'accès à la justice. Hein, elle peut tout de même forcer la justice à agir quand même, par exemple en se constituant partie civile devant le juge d'instruction. La constitution de partie civile va forcer le juge d'instruction à commencer à instruire. Hein, sachant que ça va avoir quand même une conséquence financière. Si c'est le parquet qui poursuit, à ce moment-là, c'est l'État qui prend en charge les frais de la poursuite. Si c'est sur constitution de partie civile qu'il y a la poursuite, à ce moment-là, le juge d'instruction demandera donc ce qu'on appelle une consignation, c'est-à-dire il évaluera de façon un peu forfaitaire combien risque de coûter les actes de procédure et demandera de consigner une certaine somme d'argent pour continuer la procédure. D'avancer cette somme. Qu'est-ce que ça veut dire se constituer partie civile concrètement? Constituer partie civile, alors, grosse distinction, droit pénal, droit civil. Droit pénal, il est là d'abord pour sanctionner l'infraction. Droit civil, c'est la base du droit, ça concerne le droit des contrats, ça concerne aussi le droit de la responsabilité.
Lorsqu'on commet une infraction, il y a souvent, pas toujours, mais il y a souvent des conséquences civiles, c'est-à-dire qu'on cause un dommage, comme un dommage matériel, un dommage moral. Et donc, en théorie, on devrait aller, d'un point de vue théorique, devant le juge pénal pour obtenir la condamnation de l'auteur de l'infraction et devant le juge civil pour obtenir l'indemnisation. On comprend bien que déjà faire un procès c'est dur, en faire deux serait stupide. C'est pourquoi le juge pénal a une compétence incidente sur la partie civile. Donc, il va pouvoir octroyer des dommages-intérêts. Et pour ça, il faut que la victime se constitue partie civile. D'accord. On peut se constituer partie civile à n'importe quel moment de la procédure, y compris à l'audience. Ok. Une femme qui va porter plainte au commissariat ou en gendarmerie, elle a des droits, j'imagine, pendant qu'elle porte plainte. Quels sont ses droits? Elle a le droit d'être accompagnée, par exemple, d'un avocat. Oui, Quels tout sont à les fait, droits, tout du à coup, fait, d'une plaignante? tout à fait. Tout à fait. Elle a le droit d'être accompagnée. Bah, les droits de toute victime. Mais moi, je m'intéresse beaucoup, mais là, je suis en limite de compétence. Je m'intéresse aussi beaucoup à ce qui se passe en réalité. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a 20 ans, dans les gendarmeries, dans les commissariats, sauf parce qu'il y avait donc un APJ ou un OPJ qui avait une appétence particulière pour ce genre d'affaires, euh, n'était pas spécialement formé. Alors que maintenant, j'ai cru comprendre que globalement, que ce soit en commissariat ou en gendarmerie, il y avait toujours un OPJ ou une OPJ qui était spécialement formé pour recueillir ce genre de plainte bien En théorie, particulière. oui. Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce que, alors, statistiquement, j'ai pas j'ai pas de lecture particulière, j'ai pas d'études sur le sujet. Je sais pas si on a, j'imagine qu'il doit D'accord. y avoir des études. Une procédure judiciaire, Sébastien, c'est souvent coûteux. J'en fais les frais en ce moment. Comment font les plaignantes qui ont besoin d'aller dans une procédure judiciaire pour être reconnues en tant que victimes, obtenir des dédommagements, si elles n'ont pas les moyens? Est-ce qu'elles ont quand même des droits si elles n'ont pas les moyens de payer un avocat Oui. Oui, ou oui, une tout à fait. avocate? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle qui va dépendre, qui va être totale ou partielle en fonction de la plus ou moins faiblesse de revenus. Euh, euh, Tous les avocats n'acceptent pas de travailler avec l'aide juridictionnelle, mais beaucoup le font. Beaucoup le font, sachant que c'est pas rentable hein, pour les avocats et les avocates qui le font, mais ça fait partie de l'honneur de la profession. Hein. Et de temps en temps, depuis que j'ai créé la chaîne, assez souvent il y a des gens qui me contactent et ils me disent ah ben oui, moi je suis à l'aide judiciaire, mais je suis tombé sur un avocat, c'est en gros il le fait parce que l'affaire lui, le touche vraiment et il me défend alors qu'il va gagner des clopinettes. Je suis agréablement surpris par rapport à l'image que l'on se fait de l'avocat rapace et de la justice inefficace. L'aide juridictionnelle, c'est une aide qui vient de l'État, c'est ça, pour Oui, permettre tout à aux fait, tout victimes, à fait. voilà. Il y a aussi la possibilité, on l'oublie souvent, on a souvent une assurance défense recours. Il faut voir avec son assureur, on a tous et toutes une assurance responsabilité civile. Il y a souvent une défense recours. De temps en temps, la société d'assurance essaye de vous forcer à prendre un avocat. C'est faux. Hein. Vous avez la liberté de choix de l'avocat, y compris un avocat qui n'est pas, comment dirais-je, agréé, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'agrément par la société d'assurance. D'accord. Mettons que bon, la plainte ait été déposée, tout se soit bien passé jusque-là, mais rien ne se passe. Rien ne se passe pendant plusieurs mois. Que doit faire la plaignante dans ce cas-là? Se rapprocher de son avocat? Elle a des personnes à contacter pour voir si l'affaire avance? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles l'affaire n'avance pas. Surcharge, hein, quand le juge d'instruction a une centaine de dossiers dans son placard, il va pouvoir consacrer en gros 2 jours par an à chaque dossier. Hein, c'est aussi bête que ça. Euh, bah, donc, par l'intermédiaire de son avocat, qui peut consulter le dossier, qui peut rencontrer le juge d'instruction et savoir où en est la procédure. Il est important,
Et donc, d'avoir de bons professionnels du droit. Hein. Bon, on ne choisit pas son magistrat, mais on choisit son avocat ou son avocate. Mais en revanche, il faut aussi soi-même être ce que j'appelle un bon client du droit, une bonne cliente du droit. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Hein. C'est-à-dire que l'avocat, c'est le professionnel. Si vous ne le sollicitez pas, il ne va pas le faire pour vous. C'est comme le médecin, si vous n'allez pas le consulter, si vous n'auscultez pas, hein, vos problèmes de santé, il ne va pas les détecter ou peut-être s'empirer. Hein, on est vraiment dans la même situation entre l'avocat et le médecin. Donc, il faut être soi-même un bon client du droit, une bonne cliente de droit. Hein, essayer de comprendre à minima comment fonctionne la procédure, ce que l'on peut faire, ne pas harceler évidemment le professionnel, la professionnelle du droit, mais ne pas non plus se désintéresser complètement de l'affaire en disant il s'en occupe. Les avocats, ils travaillent sur plein de domaines différents, que ce soit en droit des affaires familiales, en civil, etc. Vers quel type d'avocat il faut se diriger quand on recherche un avocat pour agression sexuelle ou viol? Clairement pénaliste. Hein, pénaliste, il n'y a aucun doute là-dessus. Les spécialités maintenant, ce n'était pas le cas dans le temps. Quand je suis passé il y a longtemps, ça commençait à le devenir. Hein, quand j'ai passé l'école d'avocat, je n'ai pas exercé, hein, c'était un plan B, si au cas où je ne serais pas recruté à l'université. Les spécialités, c'est un truc qui était mal vu. Alors que maintenant, il y a des spécialités officielles. On consulte donc les diverses bases de données. Avocat spécialisé en droit pénal dans telle ville, et on va les trouver facilement. D'accord. J'ai une question qui correspond à beaucoup de cas réels qui sont des cas assez difficiles. Et on est désolé avec Sébastien d'évoquer ces cas-là, mais bon, les gens de la chaîne m'ont réclamé cet épisode avec toi. Ouais. Il y a une plainte qui a été déposée pour agression sexuelle ou violence psychologique ou quoi que ce soit. Et les faits continuent. Est-ce que la victime doit continuer à déposer des plaintes, à faire des compléments de plainte? Oui, bien sûr. Ça a un impact sur la façon dont l'affaire peut être perçue par le procureur? Clairement, oui, bien sûr, c'est évident. Hein. S'il y a plusieurs plaintes sérieuses, circonstanciées, si en plus il y a des coups avec un certificat médical à chaque fois, le parquetier, la parquetière va pas passer longtemps à côté. Hein. Heureusement. D'accord, ok. Donc, si on fait un résumé de ce dont on a parlé, merci encore. On va au commissariat ou en gendarmerie, tu nous dis que la plainte sera prise en charge de la même façon, mais que peut-être qu'en gendarmerie, la façon dont la structure de la gendarmerie fonctionne peut donner des dépôts de plainte plus faciles. On note cet avis, c'est un avis comme tu l'as dit. Opinion voilà, subjective. Uniquement un avis. Une fois que la plainte est déposée, la plainte de toute façon va arriver sur le bureau d'un procureur, qui va donc choisir de l'instruire, de la classer sans suite ou éventuellement de faire appel à un juge d'instruction. Pendant les délais, la plaignante peut se rapprocher de son avocate pour voir s'il y a des choses à faire. Elle n'hésite pas à reporter plainte si les faits continuent. Tout à fait. Parfait. Et si jamais il y a un non-lieu, la justice n'a jamais dit qu'elle n'était pas victime et que son agresseur n'était pas coupable. Oui, ça j'insiste beaucoup, c'est très difficile à comprendre pour une victime, et moi si un jour je suis victime d'une infraction grave, je pense que entre mes compétences de juriste et mes émotions de victime potentielle, je pense que moi aussi je trouverais pas ça juste. Et pourtant faut pas se placer d'un point de vue moral. Ce que j'explique, au moins une de mes vidéos sur deux, je fais une vidéo chaque semaine, au moins une de mes vidéos sur deux, j'explique que on va projeter beaucoup de choses sur ce qu'a dit le juge, beaucoup plus que ce qu'il a voulu dire. Et il faut vraiment se rendre compte de ça. Pour sortir un petit peu du côté dramatique de ça, j'ai tourné hier ma vidéo sur le port de l'Abaya. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites d'un côté et de l'autre sur le sujet. Et dans les deux cas, quel que soit le bord politique, c'est du bullshit. Le Conseil d'État a juste dit que l'association ne lui avait pas apporté la preuve qu'il y avait urgence et évidence et qu'il fallait prendre dès maintenant une décision concernant la circulaire ministérielle. Et le Conseil d'État n'a jamais validé la circulaire interdisant le port de l'Abaya. Bien sûr. Et est-ce que le fait... C'est général, ça, c'est un problème général pour moi, vulgarisateur. Dans le cas de l'agression physique, la question ne se pose pas parce qu'elle laisse souvent des traces, mais dans le cas de l'agression sexuelle, est-ce que le fait que la charge de la preuve soit très lourde
peut expliquer aussi le nombre de dossiers classés sans suite. Alors, j'ai posé la question parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé. J'ai posé la question, des magistrats, des avocats m'ont dit, mais la personne, enfin l'homme accusé ne nie pas toujours. De temps en temps, il y a des gens, au moins une fois sur deux, reconnaissent effectivement la matérialité des faits. Hein. Donc, déjà, ça permet de tempérer un petit peu ça. Ceci dit, soyons... Je vais être très brutal, hein, j'en suis désolé, mais je vais être très brutal. Si c'est parole contre parole, s'il n'y a rien d'autre que parole contre parole, je pense qu'il n'y a pas de poursuite. Il n'y a pas de poursuite, ouais. C'est très brutal, hein, je suis désolé, mais j'aime pas. Je suis désolé, mais j'aime pas faire miroiter des choses aux gens. Hein, je trouve que c'est malhonnête intellectuellement. Hein, je préfère dire les choses, même si c'est brutal, même si c'est cruel. L'avocate et porte-parole d'Euphémisme actuellement, Violette Abad de Philippis, vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Classé sans suite, où elle révèle, comme tu l'as dit, et il faut dire les choses même quand elles sont dures, que moins d'1,5% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation judiciaire. Donc, tu as raison de rappeler les choses. C'est un parcours de combattante qui est très long, très difficile. Mais néanmoins, et c'est ça qui me rassure, les plaignantes ont beaucoup de droits que tu nous as rappelés, et ça, c'est rassurant. Est-ce que tu vois quelque chose d'important à dire sur les droits des plaignantes encore qu'on n'aurait pas abordé ? Remarque générale, il ne faut pas désespérer de la justice, il ne faut pas croire les oiseaux de mauvais augure qui disent que la justice est incompétente, qu'elle n'est là que pour relâcher les coupables. Ça, c'est du bullshit de personnes qui ne veulent pas forcément du bien à nos libertés. Et nos libertés sont absolument essentielles. Et parce que, je le disais tout à l'heure, hein, donc je vais un petit peu boucler le raisonnement, c'est vrai qu'on comprend et on admet très mal que l'auteur d'une infraction ait des droits, mais c'est la condition d'existence de nos sociétés démocratiques et de nos États de droit. Je suis évidemment d'accord avec toi, et si demain on nous prenait par l'émotion en nous disant bah oui, maintenant les violeurs on va les juger en 3 jours, demain quand l'émotion ce sera aux gens qui volent un poulet au supermarché, ils seront jugés en 3 jours, et puis oui, on perdra potentiellement des libertés. Exactement. Et ça fait mal au cœur d'avoir autant de victimes qui n'obtiennent pas la justice qu'elles méritent, mais la justice fonctionne aussi de cette façon pour nous protéger. Alors c'est difficile quand on est victime, mais il ne faut pas se laisser embarquer par nos émotions. Et quand j'entends certaines personnes, on dit qu'il faut renverser la charge de la preuve quand une femme accuse un homme de viol, c'est à lui de prouver que ce n'est pas vrai. Le peu de cheveux qui me reste sur le crâne se hérisse. Alors pourquoi ? Parce que ça remet en cause la notion de présomption d'innocence. Ça remet en cause nos libertés fondamentales. C'est-à-dire que demain, si toi on t'accuse d'avoir volé quelque chose, ce serait à toi de prouver que c'est pas vrai. Ouais, okay. C'est une preuve impossible. Et ça, c'est un des droits humains fondamentaux, la présomption d'innocence. Ok. Il ne faut pas s'y attaquer, c'est trop grave. C'est trop grave et c'est inutile. Pour pouvoir gérer les émotions négatives liées à l'affect d'avoir été victime et de voir la justice mettre du temps, c'est quelque chose pour lequel je milite beaucoup sur la chaîne. Il faudrait des caisses publiques pour prendre en charge les soins psychothérapeutiques des victimes, que ça ne soit pas à leurs frais, etc. Parce que, et tu es, je pense, bien placé pour le savoir de par ta profession, quand on est victime, c'est impossible de ne pas écouter ses émotions, c'est impossible de ne pas les suivre. Et... Okay. Bah écoute, merci très sincèrement Sébastien, j'espère que ce sera utile à beaucoup de personnes. Merci d'avoir pris 1 heure de ton temps pour nous répondre. C'était avec plaisir. Tu n'hésites pas à me dire quand ce sera en ligne, je ferai connaître à ma communauté avec plaisir l'existence de ta vidéo. D'ici 4 ou 5 jours, et je tiens juste à rappeler pour les personnes qui ne le savent pas, que quand Sébastien ne me connaissait pas, il m'a témoigné son soutien pour ce qui se passe avec Stéphane Edouard, et j'ai beaucoup apprécié, et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Sébastien. Sache-le. Je t'en remercie. Merci encore, prends soin de toi.